Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 272 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est très très chère à mon cœur parce que je sais qu'elle vous touche aussi beaucoup personnellement. Cette thématique mélange en fait deux piliers et deux blocages aussi que l'on peut parfois avoir quand on est entrepreneur. Le premier, c'est la définition de la réussite et surtout la définition de sa réussite. Et c'est un sujet que j'ai adoré aborder à de nombreuses reprises sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je pense notamment à l'épisode 176 de ce podcast qui s'appelle La pression sociale de la réussite, dans lequel on explorait un petit peu toute cette pression qu'on a autour de la réussite, de il faut réussir et en même temps il faut pas trop réussir. Bref, je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast si ça vous intéresse d'aller l'écouter. Et en fait, j'en parle beaucoup en fil rouge, évidemment, parce que la réussite quand on est entrepreneur, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure et ça fait aussi partie des blocages qu'on peut avoir souvent. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et on va aussi parler de passage à l'action, mais plutôt sous la forme de la paralysie décisionnelle et la paralysie sur le fait de passer à l'action. Donc, si vous vous reconnaissez dans un ou deux de ces profils, le profil numéro 1 étant j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je veux, j'ai du mal à savoir où je veux aller, j'ai du mal à savoir quels sont les objectifs que je suis censée me mettre et supposée atteindre. Quand on me demande quelle est ta vision à 5 ans, 10 ans, je suis incapable de répondre à cette question parce que je n'en ai aucune idée. Donc si ça vous parle, cet épisode est fait pour vous. Et on a aussi l'autre pilier, l'autre aspect qui est de si vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal à définir des objectifs, vous avez du mal à garder ce momentum, vous avez du mal à vous discipliner et vous comprenez pas pourquoi, parce que vous dites sur d'autres aspects de votre vie, vous êtes extrêmement motivé et discipliné, mais sur la thématique de votre business, vous avez énormément de mal à passer à l'action, voire même vous avez peur, vous vous retrouvez bloqué, vous vous retrouvez comme étant paralysé. On va aborder tout ça dans cet épisode de podcast et pour ça, je ne serai pas seule puisqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la seconde fois Clotilde Dussoulier. Clotilde, qui est l'hôte du très très bon podcast Change ma vie, qui est le podcast de développement personnel numéro 1 en France et qui vient de sortir son premier livre, La méthode Change ma vie, le 7 mai 2024. Donc elle va évidemment nous en parler, mais elle va aussi décortiquer avec nous toutes ces questions sur c'est quoi la réussite, pourquoi est-ce qu'on se pose trop de questions, pourquoi on a du mal à passer à l'action et puis elle, quels sont ses outils de coach et ses méthodes qu'elle peut nous donner pour continuer à avancer dans notre business. Sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Clotilde et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Hello Clotilde et bienvenue, ou devrais-je plutôt dire re-bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, Aline. Je suis très contente d'être là. Mais oui, moi aussi, ravie, surtout qu'on va se retrouver en plus IRL dans la vraie vie cet après-midi, donc d'autant plus réjouie. Aujourd'hui, on va parler de réussite, on va parler de passer à l'action et on va parler surtout de ton nouveau livre qui sort le 7 mai 2024 aux éditions Lafon. Comment tu te sens à quelques jours de la sortie ? Ah bah, je suis très, 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 très contente. On a vraiment fait un travail autour de ce livre de partage de la méthode de coaching qu'on utilise dans notre programme de coaching. Et donc, je suis très contente de pouvoir le mettre entre les mains du maximum de personnes. J'ai hyper hâte de le lire. Je t'avoue que j'ai passé ma précommande juste après l'épisode. Là, ça fait partie de ma to-do list de la journée. Clotilde, pour te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas, alors j'ai fait ma petite présentation. Tu me diras à la fin si j'ai oublié des choses, mais tu es master coach certifié. Tu as accompagné plus de 3500 personnes et tu es l'hôte du podcast hyper connu. Enfin, j'espère. Non, tu es l'hôte du podcast Change ma vie, qui est le podcast développement personnel le plus écouté en France, qui est vraiment une référence que moi j'adore écouter à titre personnel aussi. Et maintenant, on pourrait même rajouter autrice comme casquette avec cette sortie de ce premier livre qui est du coup ta méthodologie de coaching et d'accompagnement format poche en fait dans tous les sens du terme presque. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce n'est pas mon premier livre. C'est mon premier livre en lien avec Change ma vie. Mais mon passé professionnel, c'était d'être autrice culinaire. Et donc, j'avais Ah, déjà publié 5 livres au fil de ma carrière autour de la d'accord. cuisine. Alors je savais que tu avais été blogueuse culinaire et que tu étais dans le milieu de la food avant, mais je ne savais pas que tu avais écrit des livres. Trop bien. J'ai pu capitaliser sur tout le coaching que j'avais reçu au fil du temps, parce qu'il y a un état d'esprit particulier dans la création, en Mm. particulier d'un projet de longue haleine comme la rédaction d'un livre. Donc, Est-ce que tu dirais que si cette expérience t'a aidé plutôt sur la partie rédactionnelle ou aussi sur la partie promotionnelle de ton livre? alors, un peu des deux, mais beaucoup sur la partie mindset, en fait. C'est-à-dire que tout processus de création, quel qu'il soit,
nécessite d'avoir un bon ancrage intérieur dans ton processus de création, ton critique Mmh. intérieure, ta motivation, et cetera et donc quand c'est pas ton premier rodéo, bah, voilà, ça se passe mieux parce que tu connais les hauts, les bas, les doutes, et cetera et tu sais les surmonter. Hyper intéressant. Avant qu'on commence, Clotilde, j'ai préparé un petit portrait chinois. Est-ce que tu connais le concept? Ah bien sûr, je suis une auditrice fidèle de ton podcast, donc je connais tous les Petit rendez-vous piège. des épisodes. Ouais. Je le fais pas à chaque fois, mais j'aime bien des fois, puis ça me permet de creuser sur certains sujets. C'est très égoïste de ma part aussi, parce qu'il y a des questions, où j'ai vraiment envie personnellement de t'entendre. C'est parti, Clotilde, un livre que tu as adoré récemment? Alors, un livre que j'ai adoré récemment, c'est un livre qui s'appelle The Perfectionist's Guide to Losing Control. Et donc, c'est le guide des perfectionnistes pour lâcher prise. Et ça a complètement changé mon regard sur le perfectionnisme. Ça m'a beaucoup intéressée. D'accord, trop bien, je mettrai le À lien ma parce que je pense connaissance, que il n'est pas encore traduit, mais j'aimerais bien mmh, qu'il le soit. appel à aux traducteurs parmi nous. Je mettrai quand même la référence dans la description de l'épisode. Je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes parmi les auditeurs. Une citation qui t'accompagne au quotidien? Une citation qui m'accompagne au quotidien. Alors, ce que j'aime bien, c'est démarrer mes journées par une pensée de l'ordre de c'est un jour parfait ou c'est un jour idéal pour. Et ensuite, j'ai mon intention, pour la journée. Parce que selon la physionomie de ma journée, je me dis que c'est un jour parfait pour donc si je vois du monde, bah, c'est pour, favoriser la connexion dans mes relations. Si je suis un peu dans ma bulle, c'est pour, me ressourcer et cetera et j'aime bien imaginer que chaque journée est un jour parfait pour quelque chose et décider quoi. Et tu poses ton intention du coup pour la journée comme ça. Exactement. Clotilde, ta dernière victoire pro ou perso dont tu es la plus heureuse? Alors je dirais, c'est d'avoir, mené ce projet d'écriture de mon livre en ayant vraiment le soutien de mon équipe. Parce que quand on dirige une entreprise, dégager du temps pour écrire, c'est un vrai challenge et j'ai pu le faire à ce stade du développement de mon activité parce que j'ai aujourd'hui une équipe en place vraiment brillante et qui a été en plus de façon humaine, vraiment chaleureusement derrière moi dans l'écriture de ce livre et ça m'a beaucoup porté dans le processus d'avoir l'impression de voilà, de piloter un projet pour lequel tout le monde avait, de l'enthousiasme. J'ai tellement de questions que j'aimerais te poser, mais on va rester dans le sujet de cet épisode. Mais peut-être qu'on pourra ouvrir la conversation un petit peu plus tard sur la culpabilité de te consacrer à un projet personnel quand on a une équipe aussi à côté qui attend derrière nous, entre guillemets, et comment cette équipe, ça, c'est des choses qui me parlent aussi. Ce sera pour plus tard, je referme la parenthèse. Clotilde, une application sur ton téléphone dont tu ne pourrais pas te passer? Alors c'est, école directe parce que j'ai 2 enfants de 9 et 12 ans et celui qui a 12 ans est au collège, voilà, est rentré au collège et c'est vrai qu'il a encore un petit peu besoin que je garde un œil là-dessus parce que lui a pas forcément tous les réflexes de d'organisation de son travail scolaire. Donc école directe, c'est pas très glamour mais c'est la vraie vie. Bon, je ne connais pas cette application. Ça viendra. Et dernière chose, Clotilde, le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est que ce que je partage à travers, le podcast, à travers le coaching et maintenant à travers le livre, que c'est clair, que c'est inspirant et que ça aide les gens à passer à l'action. C'est vraiment moi cette idée de transmission et de pédagogie autour de ces outils qui changent la vie, c'est vraiment ce qui m'anime le plus et donc quand c'est le retour qu'on me fait, je me dis, «My job is done». J'ai dit: «Ma mission, est accomplie». Merci de t'être prêtée au jeu de ce portrait chinois, c'était, ma dernière question. Pour commencer, sans plus de transition, j'ai eu la chance de lire le préambule de ton livre, donc merci à ton équipe qui me l'a envoyé et tu commences direct cash en parlant des questionnements qu'on se pose tout le temps en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'être humain, c'est-à-dire des choses comme: «Est-ce que c'est le bon choix ou la bonne décision? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais trop peu? Est-ce qu'on va me juger?» et cetera. Pourquoi est-ce que tous les êtres humains pensent comme ça? Moi, je pensais que c'était que moi et du coup, j'ai l'impression que c'est tout le monde. Alors effectivement, une bonne partie du livre et de l'approche Change ma vie d'une façon générale, c'est de normaliser ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, en ayant l'impression qu'on est le seul ou la seule. À mon sens, le foisonnement des questionnements qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est un foisonnement qui est plus accentué aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une demi-génération, voire une génération entière, parce que contrairement au passé, on est exposé à une grande diversité de chemins de vie possibles, de succès possibles et donc là où avant il y avait un peu un chemin de réussite, c'était, voilà, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas emménager avec la personne, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, tu vas travailler dans la même boîte, jusqu'à la retraite ou peut-être rester à la maison, t'occuper de tes enfants et de ta maison. Puis après ce sera la retraite, tu iras jouer à la pétanque et puis après ce sera la fin. Donc il y avait moins de questionnements parce qu'en fait on était sur des rails.
Et aujourd'hui, on Mmh. a une bien plus grande liberté créative dans notre chemin de vie. Pour celles et ceux, bien sûr, d'entre nous qui avons le luxe d'avoir certains choix, mais dans le pays dans lequel on vit, c'est quand même la grande majorité des gens. Mais qui dit liberté dit aussi, voilà, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, à qui est-ce que j'emboîte le pas. Et donc, cette liberté nécessite de se poser aussi beaucoup de questions. Et en fait, on n'a pas les outils par défaut. On n'a pas tellement les outils pour construire ce parcours en se posant les bonnes questions. Et donc, on a plutôt tendance à se poser des questions qui partent dans tous les sens, qui nous gardent plutôt dans un état de confusion, de FOMO, donc de fear of missing out, la peur de rater quelque chose, de comparaison, etc., qui nous aident pas du tout à choisir un chemin et à avancer. Ça paraît évident quand tu le dis comme ça, mais je l'avais jamais formulé de cette manière-là c'est la première fois qu'on est sur une génération où on a 1000 fois ou 1 milliard plus de fois de choix que les générations précédentes et qu'on du coup, on se retrouve devant un peu cette paralysie de se dire: «Bah, comment je fais pour choisir?» parce que je suis pas outillée pour ça. Ça paraît évident quand tu le Exactement. dis. Et on est aussi exposé, donc on a beaucoup de choix et on est exposé à beaucoup d'exemples. Mmh Là où mh. avant, mais même quand moi j'étais adolescente et où il y avait pas encore les réseaux sociaux, on voyait à la télé, par exemple, un nombre assez limité de parcours potentiels. Et donc, on pouvait se projeter, mais il y en avait pas il y avait pas des millions comme il y a aujourd'hui de personnes qu'on peut suivre, qu'on peut émuler, à qui on peut se comparer. Et ça devient un peu vertigineux du coup, trop de choix, tue le choix et Exactement. ça me fait penser à un épisode que j'ai fait il y a pas très longtemps sur la liberté, de dire que trop de liberté justement, a tendance à nous paralyser par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas quoi choisir et on a cette pression de faire le bon choix slash la bonne décision. Je sais que ça a parlé à beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, ça me mène à ma question suivante que j'avais très envie de te poser parce que dans cette notion de faire un choix, il y a aussi une notion de succès, de réussite. Parce que quand on parle de faire un choix, la volonté derrière, c'est de faire le bon choix qui va nous mener aux objectifs qu'on veut, aux résultats qu'on souhaite ou au bonheur qu'on souhaite atteindre, et cetera. Dans ton livre, on parle justement de définir sa propre version du succès. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, à titre personnel, comment a évolué ta définition et ta perception de la réussite au fil des années entre le moment où tu étais adolescente, tu en parlais tout à l'heure, et peut-être aujourd'hui? Oui, alors moi j'ai 44 ans aujourd'hui et le coaching et le fait de diriger une entreprise de coaching, c'est ma troisième incarnation professionnelle. Moi, j'ai fait des études d'informatique de gestion, j'ai travaillé en Californie dans la Silicon Valley. Après, je suis rentrée en France, j'ai démarré un blog de cuisine et j'ai travaillé, un peu plus d'une décennie en tant qu'autrice culinaire. Ce qui est intéressant, c'est que ma perception du succès et de la réussite, bien sûr, s'est modifiée au fil du temps en fonction de mes circonstances. C'est-à-dire que le succès quand on est ingénieur informatique, c'est pas la même chose que quand on veut vendre des livres de cuisine ou que quand on dirige une entreprise de coaching. Néanmoins, moi, ce qui m'a toujours beaucoup guidée, ce sont les métriques intérieures, en fait, de cette réussite et d'arriver à trouver toujours ce juste équilibre entre ce qu'on perçoit comme étant des marqueurs extérieurs de succès, donc par exemple, combien de livres je vends, pour quelle publication est-ce que j'écris quand j'étais journaliste, culinaire et cetera. Mais aussi, comment est-ce que moi je me sens en faisant les choses? Et c'est pour ça que dans la méthode Change ma vie, il y a vraiment cette idée, qu'on décrit comme étant la vie extraordinaire qui vous ressemble. Parce qu'en fait, il y a ces marqueurs extérieurs de succès qui sont bien sûr parce qu'on aspire tous à construire des choses dans notre vie, à avoir un certain confort matériel, accès à des expériences, et cetera. Donc ça, c'est très important. Mais si on ne choisit pas ces marqueurs extérieurs d'une façon qui nous ressemble, on peut se retrouver à poursuivre des marqueurs de succès d'une autre personne parce Tout que à fait. on se compare, parce qu'on fait comme sa sœur ou son frère ou comme ce que nos parents ont voulu pour nous. Et donc à poursuivre le mauvais lièvre, en fait, on peut non seulement s'épuiser, mais aussi se retrouver comme beaucoup de gens en milieu de carrière à se dire: «Non mais attends, j'ai coché toutes les cases et en fait, j'ai l'impression d'avoir construit la vie de quelqu'un d'autre, de vivre la vie de quelqu'un d'autre et de passer à côté de ce qui me ressemble moi, fondamentalement». Et donc à mon sens, c'est mieux de se poser ces questions-là, de la définition de notre réussite le plus tôt possible. Alors soit en amont des choix qu'on peut faire, soit si voilà, au moment où les questionnements, reviennent, à la surface, bah, c'est un bon moment pour les poursuivre vraiment. Donc pas avoir peur de ces questionnements, mais les conduire dans le bon ordre. J'aime beaucoup le fait de remettre les choses comme ça, dans cet ordre-là. Je vais te poser la question après de, bah, comment on fait forcément, parce que ça m'intéresse. Mais avant ça, pour reboucler sur ce que tu disais par rapport à ton propre parcours et ta propre réflexion autour de ce qu'est la réussite. Tu disais, bah, que quand on est ingénieur informatique, autrice culinaire ou coach ou podcasteuse, on n'a pas les mêmes critères. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un fil rouge quand tu prends une position encore plus méta? Alors, je prends mon exemple personnel pour te dire ce que j'ai en tête, c'est que même si j'ai eu déjà 2 carrières dans ma vie, je sais que moi, mon fil rouge, c'est la reconnaissance et que
à travers mes différentes carrières, ça s'est matérialisé de différentes manières. Ça peut être la reconnaissance de ton boss si tu es salarié, ça peut être la reconnaissance des gens en ligne quand tu as un gros compte Instagram et cetera. Mais c'est quand même le truc quand même qui me caractérise. Est-ce que toi, tu as un fil rouge comme ça aussi d'une carrière à l'autre ou pas? À 100 mon fil rouge, c'est de toucher la vie des gens. En fait, c'est d'ailleurs ça qui m'a conduite à démissionner de mon job d'ingénieur, quand j'avais 25 ans. Parce que je me rendais compte en fait, j'avais une crise de sens qui était j'aime ce que je fais, c'était très intéressant, je travaillais dans une équipe qui était chouette et cetera. Mais je me disais: «Je rentre chez moi le soir, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de penser à ce que j'ai fait de la journée. J'ai envie de penser à autre chose» et je me disais: «Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans la journée, elles aussi, elles rentrent chez elles le soir, elles ont qu'une envie, c'est de penser à autre chose» et je me Mmh. disais: «En fait, je ne peux pas passer ma journée à faire des trucs avec des gens qui n'ont pas envie de faire ça, enfin qui ne le font que parce que c'est un job» et je veux dire, c'est important d'avoir un job, mais j'avais vraiment besoin d'avoir l'impression de faire une différence dans la vie des gens. Et donc à travers la cuisine, pour moi, c'était ça le fil conducteur, c'était que la cuisine, c'est quelque chose de très intime. Les histoires qu'on raconte autour de la cuisine, ça touche les gens. Quand on demande aux gens ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils cuisinent, et cetera, en fait, on apprend des choses intéressantes sur les gens, sur leur culture, sur leur histoire, sur l'histoire d'un pays, de et donc en fait, ça me paraissait profondément humain et j'aimais beaucoup ça. Et puis après, j'ai passé un palier autre en devenant coach parce que là, on est vraiment c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de Mmh. toucher la vie de personnes en leur apportant des clés de compréhension, des clés de changement qui effectivement changent la vie des gens et je le vois très régulièrement, je suis dans la rue, il y a régulièrement des personnes qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent: «Est-ce que c'est vous, Clotilde? Vous avez changé ma vie». Alors je leur dis: «Non, c'est vous qui avez changé votre vie», mais voilà, ce que les outils que je donne à travers le podcast et que là je livre dans la méthode Change ma vie, touchent la vie de personnes et moi j'aime penser que si je meurs là, plus tard aujourd'hui, bah, qu'en fait ma présence sur terre, le solde net a été positif. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui ont été favorablement, changées, alors modestement parfois, mais par mon existence sur la terre. J'aime bien cette notion de solde net positif, ça me parle. Et du coup, pour les personnes là qui nous écoutent, qui ne savent pas ou ont du mal à savoir c'est quoi leur définition de la réussite, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Dans le livre La méthode change ma vie, il y a bien sûr des explorations qui permettent de définir ça. Ce que je peux, dire d'emblée, c'est de se poser la question du GPS de nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut d'une façon générale, c'est être heureux. Quand on demande aux Mmh gens: mh. «Qu'est-ce que tu veux?» voilà, les gens disent: «Je veux juste être heureux». Mais la question du bonheur est bien sûr, une question complexe. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui nous permet de penser qu'on est heureux, c'est la proportion à laquelle on ressent des émotions plaisantes dans notre quotidien et dans notre vie en général. Et donc, il y a plusieurs acceptions du bonheur. Il y a l'idée que globalement dans ma vie, je suis satisfait ou satisfaite de là où j'en suis, de ce que j'ai, de ce que je vis. Et puis, il y a aussi dans mes journées, est-ce que entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, est-ce que je ressens des émotions que j'aime ressentir? Et donc ça, c'est une piste d'exploration intéressante parce que ça permet aux personnes, en particulier aux personnes qui sont entrepreneurs et qui ont souvent une plus grande flexibilité dans leur organisation, et cetera, c'est de se dire: les meilleures journées que vous passez, comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vraiment bien? Et ça permet quand même d'orienter nos choix, d'orienter l'organisation de nos journées et la configuration de notre vie pour se dire: «Comment est-ce que je peux faire pour m'assurer que je ressens le plus de ces émotions agréables-là?» Non, c'est intéressant ton filtre de, réfléchir à travers qu'est-ce qui me procure les émotions et le stade que je cherche, à atteindre au final. Donc tu fais le lien entre la réussite et le bonheur ressenti. Ah bah, complètement, parce qu'en fait, si on ne réfléchit pas en ces termes-là, on peut poursuivre, encore une fois, des marqueurs extérieurs de réussite qui sonnent creux quand on y arrive parce que, bah, pareil, enfin, on peut être très malheureux dans un très bel appartement. On peut, avoir les pires disputes dans la plus belle voiture. C'est vraiment, les marqueurs extérieurs, c'est-à-dire nos circonstances ne déterminent pas comment est-ce qu'on se sent, donc il faut s'assurer qu'on poursuit des circonstances extérieures en se disant: «Il va quand même falloir que je cultive les émotions que j'ai envie de ressentir dans ces circonstances-là». Parce que sinon, on va arriver Mmh. à ces marqueurs extérieurs de réussite, par exemple un chiffre d'affaires, par exemple une taille d'équipe. Comme on va se sentir mal, parce qu'en fait, on n'a pas appris à cultiver et à rechercher les émotions qu'on a envie de ressentir, on va se dire: «Ah bah, en fait, c'est parce que c'était pas ce chiffre d'affaires ou c'est pas cette taille d'équipe.
En fait, là, mon bonheur, il est plus loin. Je me suis trompée, je croyais que c'était là, mais en fait, c'est plus loin. Et là, c'est la quête éperdue dans laquelle on s'épuise et c'est sans fin et on oublie de cueillir au fil du temps l'appréciation du processus et juste de notre quotidien parce qu'on n'a que ça. Et on cherche à aller chercher plus au lieu d'aller juste chercher différemment, quoi. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a quelques semaines, j'ai échangé avec quelqu'un avec qui je suis très proche et qui me disait d'extérieur, il a tout ce qu'il faut dans sa vie. Il a un super appartement, un super job, un super couple. Enfin, vraiment, tout a l'air d'aller bien, une moto, une voiture, enfin, vraiment tout. Et il me disait, mais j'ai l'impression de pas savoir ce que c'est le bonheur. Il me dit, je saurais même pas te dire ce que c'est. J'ai l'impression de jamais l'avoir ressenti. Et ça m'a fait mal au cœur quand j'ai entendu ça. Et je me suis dit, déjà, parce que quand c'est quelqu'un que t'aimes, t'as envie qu'il soit heureux, t'as envie qu'il ressente ça. Et puis quelqu'un qui te dit, matériellement, j'ai tout, mais j'ai jamais ressenti du bonheur et je me demande si j'ai pas un problème. Waouh, ça te fait du mal, quoi. Oui, et en fait, c'est assez simplement parce que on est alors déjà, le cerveau n'est pas câblé pour, kiffer. Le cerveau, il est câblé pour chercher les problèmes, chercher les opportunités et nous pousser à, voilà, à nous protéger d'un certain nombre de dangers ou de pallier les manques. Mais aussi, on n'a pas, par défaut, on ne nous équipe pas d'outils pour être simplement dans l'appréciation de là où on en est, l'appréciation de ce qu'on a accompli et donc ça, ce sont des compétences, qu'on peut acquérir, mais par défaut, la plupart d'entre nous n'avons pas ces compétences-là, préinstallées dans notre système d'exploitation. J'aime beaucoup du coup, ouais, ton approche de se dire: «Je vais définir ma réussite et mon succès et mes objectifs à atteindre quelque part par ce que j'ai envie de ressentir le plus, au quotidien» et ça m'emmène à une autre question par rapport à ça, mais que j'aimerais élargir ensuite après. Comment est-ce qu'on sait qu'on prend le bon choix ou qu'on prend la bonne décision quand on se fixe un objectif, que ce soit personnel, professionnel, en business, autre? Ça, je sais que c'est un gros frein aussi chez les auditeurs. Le premier pilier de la méthode Change ma vie, dans la façon qu'on a d'accompagner les personnes qu'on accompagne en coaching et que j'explique dans le livre, c'est la vision. En fait, on a vraiment besoin d'avoir une vision que j'appelle riche et vivante de ce à quoi on aspire. Et donc ça, c'est une première étape parce qu'en fait, c'est ce cap qui permet ensuite d'ajuster notre trajectoire avec des décisions et des choix qu'on peut faire alors au quotidien et puis des choix plus importants dans notre vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une décision ou un choix est le bon ou pas le bon? La seule question, c'est est-ce que ça me rapproche de ce que je veux ou est-ce que ça m'en éloigne? Donc ça, c'est la première chose, c'est le fait de se dire: «C'est pas étonnant d'avoir du mal à prendre des décisions si on ne sait pas dans quelle direction on a envie d'aller». Donc ça, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de développer cette vision. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est de sortir finalement de l'idée qu'il y aurait de façon intrinsèque un bon choix ou une bonne décision. Parce qu'en fait, ce qui détermine qu'un choix ou une décision sont bons, c'est ce qu'on va en faire beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'assurer que dans la direction dans laquelle je vais, j'en profite pour, apprendre le maximum? Est-ce que c'est une expérimentation? Qu'est-ce que je me raconte à moi-même sur ce choix et cette décision et sur moi dans ce choix et cette décision? Et s'il y a bien une recommandation que je peux faire, c'est de rester toujours dans sa propre équipe sur la base de la décision ou du choix qu'on a fait. Parce qu'en fait, ce qui nous paralyse le plus, c'est le fait de se dire: «Il est possible que dans un an, je me dise à moi-même: "J'ai été la pire des imbéciles, c'était évident que c'était la mauvaise Mmh. décision et je n'aurais jamais dû" et donc de s'en vouloir, de culpabiliser ou voilà, d'avoir cette espèce d'émotion qui est très pénible pour la plupart des gens à ressentir, qui est le fait de s'en vouloir à mort d'avoir pris la mauvaise décision. Donc l'idée, c'est de se dire: «À tout moment, je vais me donner les moyens autant que possible de prendre la meilleure décision sur la base de ce que je sais et de la personne que je suis à ce moment-là et si je m'aperçois après que c'était pas le meilleur choix parce que j'ai appris des choses en chemin, je m'engage envers moi-même à avoir de la compassion et de la solidarité avec moi-même en me disant comme on pourrait dire à son meilleur ami, en disant: «Bah, non, mais tu pouvais pas savoir. Voilà, maintenant, c'est facile après coup, mais à l'époque, tu pouvais pas savoir, tu as fait du mieux que tu as pu, tu as sans doute appris des choses et comment est-ce qu'on fait pour faire machine arrière ou rectifier le tir?» J'adore ce concept de rester dans sa propre équipe. Ça me parle beaucoup. J'avais jamais entendu cette explication de on a peur de prendre la mauvaise décision et donc on cherche toujours à prendre la bonne, hein, à l'inverse. Parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on va ressentir, ce que le nous futur pourrait penser et ressentir par rapport au nous du présent. Je l'avais jamais entendu verbaliser comme ça et je trouve ça hyper juste et intéressant. Merci pour le partage. Et du coup, ça m'enchaîne parfaitement sur ma question d'après qui est de, ben, pourquoi, Clotilde, est-ce qu'on a tendance à être aussi intransigeant, insatisfait avec nous-mêmes?
Et tu vois, tu donnais l'exemple de dire: «Bah oui, mais si tu disais à un meilleur ami, tu dirais: "Bah oui, c'est pas grave" et cetera». On a tous entendu cet exemple de: «Traite-toi comme si tu étais ton meilleur ami» et en fait, ça marche pas. Dans le sens où je sais que beaucoup de personnes autour de moi et moi la première, on est en train de dire: «Oui, moi je suis bienveillant avec tout le monde, sauf avec moi parce que moi je suis pas comme les autres» et enfin voilà, on se trouve des excuses pour être très dur parfois avec nous-mêmes. Comment ça se fait? Est-ce que tu as des explications et peut-être des outils aussi par rapport à ça? C'est effectivement un sujet que j'aborde, dans le livre «La méthode change ma vie». Ce qui m'apparaît comme étant des éléments qui expliquent ça, c'est que on a, la plupart d'entre nous, reçu une éducation dans laquelle le fait d'être fier de soi, le fait de s'apporter des encouragements et cetera, déjà, la plupart du temps, c'est pas ça qu'on a reçu dans notre cercle familial, dans notre cercle éducatif. C'est plutôt, voilà, on ramène à un 16 et nos parents, ils nous demandent pourquoi on n'a pas eu 20. Bon, pour beaucoup d'entre nous qui avons la mentalité du bon élève ou de la bonne élève. Donc on nous a généralement pas accompagnés nous-mêmes dans l'idée que les encouragements et la valorisation de ce qu'on a fait de bien et le fait de croire en notre capacité à aller plus loin, à faire mieux, et cetera, c'est généralement pas ça le modèle dans lequel on a évolué. Et donc, on a plutôt intégré l'idée que si on se félicite, on va se reposer sur ses lauriers, que si on est fier de soi, c'est de l'arrogance et que c'est un sentiment de supériorité qui va faire qu'on va se faire des ennemis ou en tout cas pas des amis. Et on a surtout l'impression que c'est efficace de se juger durement, de se pousser aux fesses, de se critiquer durement. Il y a une partie de nous qui pense que c'est la meilleure façon de faire. Et en réalité, à mon sens, cette hypothèse-là ne tient pas parce que quand on se juge durement, ce qu'on crée plutôt, c'est une forme de découragement, voire parfois de honte, et qu'en réalité, c'est très démobilisant. Et on peut s'en apercevoir, alors pour celles et ceux d'entre nous qui interagissons avec des enfants, on le sait bien qu'un enfant, si on ne fait que le gronder, pointer tout ce qu'il n'a pas fait de bien, et cetera, bah, l'enfant va détricoter son estime de lui-même, sa vision de lui-même, et qu'ensuite il va pas oser, qu'il va pas se lancer, qu'il va dire lui-même: «Mais moi je suis nul, j'y vais pas», et cetera. Et pareil, dans des relations de management, on sait bien que si on a, un manager ou une patronne, qui vous dit sans arrêt: «Ah mais tu as oublié ça, ah mais tu t'es trompé là», et cetera, on sait que c'est la démobilisation. Enfin, je veux dire, personne ne donne le meilleur de soi C'est dans ce complexe, ouais. climat-là. Et donc en réalité, on le voit partout ailleurs et l'idée, c'est de se dire: «Je vais avoir vis-à-vis de moi-même une relation de soutien mais honnête». C'est-à-dire qu'il s'agit pas de s'envoyer des fleurs, à longueur de journée ou de se passer la pommade, mais vraiment de se dire: «Écoute, peut-être c'était pas génial, peut-être c'était pas parfait, mais voilà, tu t'es donné du mal, tu as surmonté quelque chose qui était pas évident et maintenant on va évaluer, on va regarder où est-ce que c'était bien, où est-ce que c'était moins bien ou alors franchement là-dessus cocotte, pas génial, tu t'es un petit peu laissé aller et c'est pas grave, on reprend et cetera». Et en fait, c'est quelque chose auquel on peut s'exercer et en fait, quand on voit la différence en termes d'énergie émotionnelle avec laquelle on démarre ses journées, quand on se sent vraiment solidaire de soi-même, son meilleur binôme, sa meilleure coéquipière, en fait, on voit bien que ça nous donne des ailes et donc ça donne envie de continuer et de maintenir ça. C'est beau et ça m'a beaucoup parlé le côté de, on est dur avec soi-même et intransigeant avec nous-mêmes parce qu'on pense que c'est ça qui va nous permettre de nous dépasser et que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre les résultats qu'on souhaite et d'être dans l'excellence, la performance, la perfection même, dans l'imaginaire de chacun et qu'on pense que c'est la meilleure manière de le faire alors qu'au contraire, en même temps, on se rend compte que c'est ce qui nous paralyse et je rajouterais à ça aussi, pareil dans l'éducation qu'on a reçue, le fait de dire: «Les félicitations ne sont de rigueur que quand, la perfection est atteinte», en gros quand tu as 20/20 quoi. Sauf que c'est compliqué dans la vie d'avoir 20/20, c'est compliqué en entrepreneuriat d'avoir 20/20 aussi. Ça me parle, merci pour ce partage. J'ai l'impression de passer mon temps à te dire merci pour le partage, mais du coup, ça me fait beaucoup réfléchir par rapport à moi-même aussi. Parmi les auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer à l'action, qui savent que c'est ridicule, mais qui se sentent bloqués. Ils savent que c'est ridicule, ils savent pourquoi, mais ils n'arrivent pas à détricoter la situation, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que tu as des conseils à leur donner ou des outils à leur partager pour les aider à ne serait-ce que entamer ce momentum et ce premier petit pas? La recommandation numéro un, c'est de retirer le «et je sais que c'est ridicule». Parce qu'en fait, le «et je sais que c'est ridicule», c'est exactement le jugement de soi qui empêche de se rencontrer dans la difficulté légitime qu'on ressent à passer à l'action. Et c'est à mon sens la première surcouche qu'il faut retirer parce qu'en fait, en réalité, quand on se sent bloqué dans le passage à l'action, en fait, c'est qu'une partie de nous a peur. Je veux dire, typiquement, quand on n'a pas peur, on n'est pas bloqué. Et pour aller se connecter à cette partie de nous qui a peur, il faut arrêter de la juger parce que sinon, cette partie-là, bah, en fait, elle a honte. Non seulement elle a peur, mais en plus, elle a honte. Et donc, on ne peut pas entrer en dialogue avec cette partie-là. Et donc,
ma recommandation, c'est d'avoir un discours, de bien plus grande compassion et connexion avec soi-même, en se disant: «Mais bien sûr qu'il y a une partie de moi qui ait peur, parce que je m'apprête à faire quelque chose qui est nouveau, parce que je m'apprête à faire quelque chose qui est inconfortable», et d'avoir ce dialogue avec soi-même qui est, cocotte ou chouquette ou on s'appelle moi j'aime bien proposer de se donner un petit nom affectueux qui est: «Qu'est-ce que de quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te manque?» pour pouvoir s'apporter cette écoute, cette compassion et s'apporter effectivement ce dont on a besoin. Parce que pour pouvoir surmonter cette peur et se mettre effectivement en action, il faut créer ce sentiment de sécurité au moins avec soi-même, qui consiste à se prendre soi-même par la main en disant: «Je sais que tu as peur, mais le jeu en vaut la chandelle» et donc on va puiser le courage et notamment on va puiser le courage aussi dans le fait de se dire: «Et je te promets que on va y aller et si tu te casses la figure, au coin de la rue, je serai là pour te relever, je ne te jugerai pas, je ne te donnerai pas un coup de pied, dans les côtes, quand tu es étalé sur Un le pied à soldat trottoir à terre. et voilà. Donc en fait, il y a vraiment, pour moi, cette idée d'être bloqué ou paralysé dans le passage à l'action. Ce qu'il y a de façon sous-jacente, c'est vraiment la qualité de la relation avec soi-même, dans la compréhension, la compassion et la complicité ensuite pour avancer. Parce que si on fait le parallèle avec un binôme dans la vraie vie, un coéquipier, une coéquipière ou un associé, c'est qu'en fait, on se sent pousser des ailes quand on se sent porté par une association de quelqu'un qui te dit: mais carrément, mais je sais que tu peux le faire, mais bien sûr tu as peur, je te comprends, mais explique-moi, on en discute». Voilà, cette espèce de discours intérieur encourageant, valorisant et cetera, c'est ça qui nous permet de surmonter la peur et de se mettre en action. J'aime le terme de complicité que tu as utilisé pour parler de la relation qu'on doit développer avec soi-même, qui va au-delà de l'association, de la bienveillance, et de dire on va pas juste être sympa avec nous-mêmes, ou le nous futur va pas juste être sympa avec le nous du présent, mais juste on va être plus que ça, on va regarder dans la même direction et on va construire cette relation de complicité, ça me parle. Merci. C'est ça et j'aime beaucoup cette idée de complicité parce que, pour moi, enfin, je ne sais pas si vous remarquez quand on dit complicité, on peut pas on sourit nécessairement. Le mot complicité quand on le J'ai dit, jamais fait ça fait sourire et pour moi, il y a vraiment un ingrédient de cette complicité qui est: à quel degré est-ce que vous vous amusez avec vous-même? À quel degré est-ce que vous vous faites, des petites blagues? Est-ce que vous riez de vos propres blagues, y compris de voilà, en forme d'autodérision? Voilà, est-ce que vous passez des bons moments avec vous-même? Parce que ça, à mon sens, en particulier quand on lance son activité ou quand on cherche à la développer, ce qui permet de tenir dans la durée, c'est est-ce que j'arrive à m'amuser, y compris quand je suis, toute seule, à travailler, dans mon salon? Est-ce que je rigole quoi de mes propres, erreurs ou de mes propres blagues? J'adore parce que, pour te partager un petit peu, côté perso, j'avais ça avant dans The Bee Boost et je l'ai eu pendant très longtemps et là, j'ai l'impression que ça fait 1 an où c'est un peu parti. Alors je suis pas malheureuse dans mon travail, je suis très alignée avec ce que je fais, j'aime toujours autant mon métier, mais je sens qu'il y a un truc qui a disparu par rapport à avant sur cette espèce d'énergie, d'étincelle que je pouvais avoir le matin, cette vibe qui me donnait envie d'avancer, de tout défoncer et cetera. Je sens qu'elle est plus là. Je me suis beaucoup questionnée dessus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste la passion du début qui a disparu pour laisser place, à la routine, mais qui est pas plus mal, hein, qui a aussi ses avantages? Est-ce que c'est parce que je suis en train de prendre une mauvaise direction? Et je me questionne beaucoup là-dessus. Tu m'es en train de m'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. J'en suis très heureuse et je pense que pour des personnes qui peut-être se reconnaîtraient dans ce que tu dis, à mon sens, il faut pas le forcer parce que ça, ce serait une forme de positivité toxique. En revanche, la question à se poser, c'est est-ce que dans d'autres sphères de ta vie, est-ce que tu arrives à nourrir cette complicité, cet humour, cet amusement avec toi-même? Et parfois, juste le fait de nourrir ça à un endroit de ton 360° de ta vie, ça peut Ça du peut coup rayonner. se propager exactement, rayonner, tu as allumé la lumière dans une pièce et il y a un effet de halo dans l'autre pièce de ton appartement de vie. Ah, c'est beau comme métaphore. Trop bien. Et Clotilde, du coup, je t'ai soudoyée pour que tu acceptes de nous partager dans cet épisode de podcast un exercice ou une pratique concrète de ton livre, de ta méthode Change ma vie, pour aider justement les auditeurs à débuter leur transformation. Lequel as-tu choisi de nous partager aujourd'hui? L'outil que j'ai envie de partager avec les auditeurs et les auditrices de ton podcast, c'est un outil que j'appelle les 8 cadrans du succès, qui fait partie des explorations que je propose assez tôt dans le livre parce que ça permet de bien préparer le terrain et l'enjeu des 8 cadrans du succès, c'est d'identifier 8 axes de réussite ou de succès dans sa vie qui allient à la fois ses marqueurs extérieurs, donc des choses qui sont visibles de l'extérieur, qui sont mesurables de l'extérieur, mais aussi des axes dont je sais qu'ils sont fondamentaux pour, l'épanouissement de l'être humain
Parce que, en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a vraiment besoin d'avoir ces 2 moitiés de l'orange. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse uniquement avoir des vecteurs d'épanouissement intérieur sans avoir un certain nombre de choses qui sont en place de façon extérieure et vice versa. Donc ces 8 cadrans du succès consistent à faire un cercle divisé en 8 cadrans et chacun de ces cadrans permet d'explorer pour soi-même dans cet axe-là de ma vie, à quoi est-ce que j'aspire? Donc il y a, la sécurité et le confort matériel, il y a les expériences, il y a la qualité des relations. Donc ça, ce sont des marqueurs extérieurs et puis il y a à l'intérieur de soi, comment est-ce que je me sens avec moi-même? Quel est l'impact que j'ai sur mon entourage et sur le monde, en général? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Comment est-ce que je m'occupe de moi et cetera? Et ça permet d'observer, est-ce que je surinvestis certains cadrans et est-ce que j'en sous-investis d'autres? Et donc ça permet de se faire une sorte de cartographie de à quoi ressemble la réussite ou le succès, pour moi et ensuite de regarder, où est-ce que j'en suis actuellement dans ces différents cadrans pour pouvoir éventuellement ajuster, ce dans quoi on s'investit, au quotidien. Donc c'est un exercice qui est assez simple à faire, mais qui permet déjà de bien poser les bases et tu m'as donné l'autorisation d'inviter les personnes qui nous écoutent à participer. Donc le 14 mai de 12h30 à 13h30, on anime un appel pendant lequel on va justement aider les personnes qui y assisteront à faire cet exercice des 8 cadrans du succès. Et donc si vous voulez vous inscrire pour participer à ce live, je vous propose de vous inscrire sur changemavie.com/thebeboost et si vous écoutez cet épisode a posteriori, vous recevrez le replay. Si vous pouvez y assister en direct, ce sera super, mais voilà, après, le replay sera disponible pour que vous puissiez être guidé dans l'utilisation des 8 cadrans du succès. Sachant qu'en plus, c'est un cadeau que tu nous fais parce que c'est gratuit et normalement, c'est réservé aux personnes qui ont précommandé ton livre. Et là, tu l'offres sans condition à tous les auditeurs du podcast Je peux pas, j'ai business. Donc, Exactement. merci pour ça. Et je sais que moi, je vais me glisser dans la salle. J'ai une question qui m'est venue en t'entendant parler du cadran. Quand tu parlais de surinvestir une partie du cadran vs l'autre, et je me dis, c'est intéressant comme axe de réflexion dans le sens où, mettons que, je vais prendre mon exemple, hein, on ne va pas essayer de prendre des exemples fictifs, etc. Mettons que je me sente malheureuse dans ma vie professionnelle, c'est pas le cas. Mettons que je me sente malheureuse dans ma vie professionnelle, je pourrais me dire en fait c'est parce que mon cadran est pas bien réparti ou parce que je suis pas dans la direction qu'il fallait. Et en fait, je viens de me faire cette prise de conscience que peut-être que c'est juste parce que j'ai trop surinvesti, c'est-à-dire que je suis allée trop loin, genre le vase il a débordé et qu'en fait le bonheur et l'épanouissement, ce serait juste en enlevant le trop plein, mais pas ni en changeant de direction, ni en allant investir dans d'autres sphères, mais juste en remettant un niveau acceptable dans le vase qui est cette partie-là de mon cadran. Est-ce que ça te parle? Ça me parle tout à fait et ça me paraît, très juste. Ce que je peux souligner aussi, c'est que dans cette idée de surinvestissement professionnel, la question, c'est parce que finalement, le domaine professionnel, c'est juste un domaine de vie, mais dans ce Mmh. domaine de vie-là aussi, il y a ces marqueurs extérieurs et ces marqueurs intérieurs. Tout à Typiquement, fait. on peut être dans un job dans lequel la nature des tâches qu'on accomplit au quotidien ne nous épanouit pas forcément, mais où, par exemple, on a de super bonnes relations avec son équipe, où on s'amuse beaucoup, où on apprend énormément, ou bien c'est financièrement très, très intéressant. Et donc, bien sûr, s'il y a un élément qui manque, notre épanouissement ne sera pas complet. Mais l'idée, ce sera de se dire, si je choisis de rester dans ce job-là ou dans cette activité-là pour des raisons qui m'appartiennent, eh bien, j'ai besoin au quotidien de valoriser les parties qui me nourrissent et qui font que au quotidien, je me sens bien et j'ai l'impression d'être à ma place, qui vont être, par exemple, de me dire: «Bah, en fait, j'adore que le matin, j'arrive et voilà, je suis avec cette équipe, que j'adore, on s'amuse bien, on passe des bons moments, j'ai de très bonnes relations» et cetera. Parce que si ça, je ne le vois pas et que je ne le valorise pas, en fait, je n'en aurai aucun bénéfice dans mon ressenti de mon Mmh. épanouissement et en fait, le la seule métrique qui compte dans notre épanouissement et dans notre bonheur, c'est est-ce qu'on le ressent ou pas? C'est-à-dire que si enfin, c'est la seule chose qui existe, c'est est-ce que je me sens bien à cet endroit-là? C'est très bien que tu reboucles et qu'on finisse sur cette note de la seule métrique du succès, c'est est-ce que je ressens mon niveau de bonheur ou pas. Je trouve que ça remet l'église au centre du village, comme j'aime bien le partager. Donc, merci pour ça, trop bien. Et puis, merci pour ce cadeau hein, avec ce live sur l'utilisation des 8 cadrans du succès. Moi, je sais que j'ai très envie d'aller le découvrir et je vais certainement aller m'inscrire. Je remettrai tous les liens que tu as cités, y compris celui-ci, du coup, dans la description de l'épisode de podcast. Merci Clotilde pour tous ces partages. Comme je t'ai dit, à titre très égoïste et personnel, tu m'as beaucoup aidée aussi.
Merci beaucoup Aline et merci de m'avoir donné, l'opportunité de parler de cette, thématique de définir son propre succès parce que je pense que c'est la question principale à se poser quand on développe son activité pour être sûr de ne pas avoir mis, son échelle, contre le mauvais mur et de s'apercevoir, une fois qu'on est arrivé en haut qu'en fait, on a perdu du temps. Donc autant se poser les bonnes questions dans le bon ordre et j'espère que mon livre «La méthode change ma vie», permettra à tes auditeurs et tes auditrices de mettre de l'ordre dans ces questionnements pour, peut-être initier les changements dont ils ont besoin, dans le bon ordre. Et du coup, je rappelle que ton livre, c'est toute ta méthode de coaching et ça sort, enfin, c'est sorti, pardon, à l'heure à laquelle cet épisode est en ligne, le 7 mai, disponible de partout, hein. Je l'ai vu sur la Fnac, Amazon, dans toutes les librairies. Donc, encore Oui, félicitations pour ça. Et puis, un grand merci d'être venu sur le podcast et d'avoir partagé tout ça. merci beaucoup Aline, merci à tous et à toutes. Et voilà les amis pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je repars avec plein de pépites de cet échange avec Clotilde, mais je pense que la principale, c'est ce côté de rester dans sa propre équipe. Cette complicité à construire avec soi-même, le fait de s'amuser avec soi-même et de se dire que quoi qu'il arrive, je serai là en backup de moi-même, je serai là pour me soutenir. Et c'est pas une question d'être juste bienveillant, blablabla envers soi-même, c'est vraiment de construire cette notion d'équipe. Ça m'a beaucoup touchée. Comme promis et comme je vous l'ai déjà dit, tous les liens et les ressources qu'on a citées dans cet épisode de podcast seront mis en lien dans la description de l'épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!